Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bon, déjà, je peux voir qu'on a cette fleur qui parle, et il s'appelle Flowey. Il a l'air de vouloir nous aider en nous expliquant les bases du jeu, comme le fait que ce cœur rouge soit notre âme, et qu'on a la possibilité de gagner des LV, love ou amour, comme il dit. Il nous dit de toucher ses pétales d'amitié. Donc j'y vais et... Ah! Heureusement, il y a un curieux personnage qui vient me secourir au dernier moment. Elle s'appelle Toriel et a pour rôle de garder les ruines. C'est un personnage de caractère opposé de Flowey, car elle nous rassure, elle nous explique comment nous débrouiller dans les puzzles des ruines. Elle explique même la mécanique primordiale du combat, même si elle me demande juste de discuter avec un mannequin. Elle pose directement son caractère maternel et protectrice, jusqu'à nous demander de continuer tout seul. Bon, du coup, je dois me débrouiller. Pour ce qui est des combats, j'ai ma règle. Je n'attaque que les ennemis qui sont méchants avec moi. C'est le cas par exemple avec ces grenouilles. Je les trouve moches d'ailleurs. Je me promène donc dans les ruines. Je suis une série de puzzles, dont un avec un caillou qui est pas hyper coopératif. C'est pas comme si c'était compliqué d'avancer en ligne droite. Le truc que je trouve sympa aussi, c'est ces espèces d'étoiles jaunes au sol. Il s'agit de points de sauvegarde, et à chacun d'entre eux, on a une phrase qui se termine par « Cela vous emplit de détermination ». Plus loin, je tombe sur un fantôme qui dort et me barre la route. Il a l'air un peu triste que je l'ai réveillé parce que toutes ses attaques sont à base de larmes. Malgré cela, il est gentil, car si on l'attaque, il va juste nous dire qu'on ne peut pas tuer un fantôme et qu'il baissait sa barre de vie pour nous faire plaisir. On retrouve ensuite Toriel dans ce qui a l'air d'être sa maison. Elle nous accueille à bras ouverts et nous dit qu'il s'agit de notre maison. C'est un geste extrêmement gentil de sa part, mais moi, j'aimerais bien rentrer chez moi. Quand je lui en parle, elle évite le sujet et me dit qu'elle a quelque chose à faire au sous-sol. Je la suis donc, et là, c'est pas la même ambiance. Elle nous dit qu'elle compte détruire la sortie des ruines afin que personne ne puisse plus jamais en sortir. Si on persiste, elle mentionne l'existence passée d'autres humains qui ont suivi le même chemin jusqu'à perdre la vie face à un certain Asgore. Enfin, au bout du couloir, devant la sortie, elle nous confronte afin que l'on puisse prouver qu'on a la force de s'en sortir ici-bas. Mais le problème, c'est que moi je ne veux pas l'affronter, encore moins la tuer. Je veux juste en rentrer chez moi. Le combat est rude car c'est bien plus difficile que n'importe quel ennemi rencontré jusqu'à présent. Toutefois, je ne veux pas lui faire du mal, car la manière dont elle m'a sauvé de cette fleur, comment elle m'a accueilli, elle m'a tout enseigné et même hébergé chez elle. Au bout d'un moment, elle craque et considère qu'on est assez fort pour s'en sortir tout seul. Après un moment émouvant et un câlin de sa part, on poursuit notre route. Sauf que sur notre chemin, on recroise Flowey qui est au courant de tout ce que j'ai fait, y compris de ceux que j'ai tués. Il essaye de me faire sentir coupable pour ce que j'ai fait, mais après tout, fallait bien que je me défende. En sortant des ruines, il y a un long couloir, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je ne suis pas tout seul, comme si quelqu'un me suivait.
Ça a fait prout. Lui, c'est Sans, le squelette. Il est relativement cool et a pour habitude d'être un gros blagueur. Sans trop tarder, il nous parle de son frère qui est censé surveiller les lieux afin de capturer le prochain humain passant par là et nous demande d'aller se cacher derrière cette lampe. Voilà le grand Papyrus. Il a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages, mais son frère veut son bien. Donc il nous demande gentiment de se montrer devant lui pour qu'il soit heureux. Et effectivement, ça le fait sauter de joie. Dans ces terres enneigées, on est introduit à la mécanique des attaques bleues. Contrairement aux attaques blanches, il ne faut pas les éviter, mais rester immobile quand elles nous traversent. Un peu après, Sans et Papyrus nous attendent pour effectuer une série de casse-crânes, chacun plus recherchés les uns que les autres, tout comme ces momélés. Dans ces lieux refroidis, on trouve une ribambelle d'ennemis ressemblant à des chiens, comme le mini-chien, Canis et Cabel, et le plus grand de tous, le maxi-chien. Au bout de cette région, on trouve le village de Couve-Neige. C'est le premier endroit du jeu où l'on a une concentration élevée de monstres amicaux au même endroit, ce qui change de d'habitude. Il y a même une boutique. En arrivant à la fin du village, l'écran s'éclaircit avec cette espèce de motif très particulier. On y trouve Papyrus, il nous fait un tas de compliments et déclare que je n'ai pas d'amis comme lui. Génial. En bref, il est paré au combat. Au début, il essaye de nous toucher avec des attaques un peu éloignées de nous, mais étonnamment, il utilise ce qu'on appelle son attaque bleue, rendant notre âme bleue et affectée par la gravité. Cette attaque rend le combat unique car c'est une mécanique que l'on retrouve chez aucun autre ennemi. À un moment, Papyrus nous annonce son attaque spéciale, qui a été volée par un chien, ce qui le pousse à improviser avec un assaut des plus farfelus, quelque chose de digne à son personnage. Car même après nous avoir affrontés et essayé de nous capturer, il nous épargne et nous demande de devenir amis avec lui. Sauf que lui aussi nous prévient au sujet du roi, ce qui ne rassure pas vraiment. On arrive dans la zone des chutes, et sans même avoir le temps d'explorer, on aperçoit Papyrus qui discute avec une mystérieuse personne en armure, qui s'appellerait Undyne. Je suis pas sûr qu'elle soit très gentille, celle-là, vu que dès notre première rencontre, je manque de me faire rattraper. Et Dieu sait ce qu'il me serait arrivé si jamais ça avait été le cas. Il y a aussi ce mec là, je vais pas m'attarder sur le personnage parce que je l'aime pas tout simplement. Je trouve que cet endroit est assez contrasté entre l'ambiance relaxante qu'il apporte et le caractère menaçant de Undyne, même si pour l'instant on n'en connaît pas beaucoup à son sujet. Et ça va pas durer, vu que littéralement 2 minutes après, elle nous pourchasse en nous jetant des dizaines de lances en espérant nous toucher. C'est vraiment tendu comme situation. En sortant de cette rencontre, on continue d'avancer dans les chutes. On parcourt un chemin pluvieux et calme. On passe devant le château du roi, et un paysage sombre et étoilé se présente devant nous. Jusqu'à ce que, bam, on se fait poursuivre une fois de plus sur un pont où on doit courir et il y a des lances qui sortent du sol, on panique jusqu'à ce que... On tombe dans ce qui ressemble à une décharge. Si on avance, on trouve un mannequin similaire à celui du début, sauf que lui, il est pas très gentil. Voici Rajkin, un mannequin qui en a marre que ses semblables ne se fassent pas respecter, même si en réalité c'est juste un fantôme qui a possédé un mannequin. Impossible de l'attaquer simplement, il faut retourner ses propres attaques magiques contre lui.
Il y a même un moment où il nous jette un couteau dessus. Quelle menace! Énorme! Tout ça pour se faire éliminer par le fantôme des ruines, quoi. C'est naze. On arrive à la dernière section des chutes, avec des couloirs qui tombent petit à petit dans l'obscurité. Au bout de ces derniers, on retrouve Undyne qui nous dit qu'avec 7 âmes humaines, le roi Asgore sera capable de briser la barrière qui retient tous les monstres dans ce souterrain, et qu'ils en ont récolté 6, ce qui en fait de la nôtre la dernière. La chef de la garde royale se tient devant nous, prête à venger ses amis que l'on a éliminés, à rendre justice à tous les rêves et espoirs qu'on a réduits en poussière. Ce combat n'est pas comme n'importe lequel. Undyne rend notre âme verte, ce qui nous oblige à utiliser un bouclier directionnel afin de parer les ruées de flèches qu'elle nous envoie à une vitesse croissante. Chaque attaque est plus rapide et plus imprévisible que l'autre, comme avec les lances qui changent de côté au dernier moment. Mon choix primaire ici repose sur l'attaque. Si je me laisse avoir, je ne pourrai pas avancer. Si ce n'est pas elle, ce sera moi. Il n'y a qu'un seul d'entre nous qui sortira vainqueur de ce combat. Au dernier coup, on pense que c'est fini, mais elle se relève plus forte que jamais. Elle refuse d'abandonner. Elle encaisse chacun de nos coups. Malgré sa détermination, ses attaques deviennent de plus en plus lentes, et elle finit comme prévu, par tomber. À la sortie des chutes, on arrive dans Calciter. Ici, on trouve directement un laboratoire. Dedans, on fait la rencontre de Alphys, la scientifique du roi. Elle dit que depuis notre sortie des ruines, elle a observé chacune de nos actions et qu'elle aimerait bien faire partie de notre aventure. Elle nous mentionne aussi la création d'un robot nommé Métaton, qui était initialement conçu pour le divertissement, mais qu'il se pourrait que des fonctions de combat anti-humains aient été rajoutées. Mais bon, de toute manière, c'est même pas sûr qu'on tombe dessus. Ah! J'ai même pas le temps de réagir que ce robot m'entraîne dans un jeu télévisé où je dois répondre à des questions qui ne sont même pas très évidentes, comme là par exemple il me demande quel est ce monstre, et que c'est juste lui avec un t-shirt d'un autre monstre, n'importe quoi. Et d'ailleurs c'est pas le seul jeu auquel on va avoir le droit de participer. Par exemple, on a cette émission de cuisine où il nous est demandé de récupérer des œufs, du lait et de la farine. Le tout suivi d'un passage en jetpack avec pour objectif de récupérer un ingrédient secret tout en évitant ce que l'on a précédemment récolté. Tout ça pour nous dire que ça servait à rien vu que apparemment dans les émissions de cuisine, le gâteau est préparé à l'avance. Aussi, je suis interrompu plus loin par une intervention de la chaîne télévisée NTT. Il me demande de faire un reportage sur un truc de mon choix. J'ai donc choisi ce ballon de basket et... Oh mon dieu, c'est une bombe! Et tous les autres objets, c'est des bombes! Je me dois de désamorcer chacune d'entre elles afin d'éviter qu'une bombe encore plus grosse que les autres n'explose et m'emporte avec elle. Il me faut donc interagir pile au bon moment avec les objets pour pouvoir réussir cette mission. Même si, une fois de plus, ça ne servait à rien vu que la grosse bombe allait exploser dans tous les cas, et que Elphys la désamorçait directement. Génial! On continue donc d'avancer dans cette région magmatique en résolvant encore plus d'énigmes comme ces labyrinthes à vapeur ou encore ces casse-têtes qui demandent de ranger des carrés à un endroit précis afin de pouvoir tirer sur une cible. Après tout ça, je tombe sur une zone avec des toiles, mais pas n'importe quelle toile, des toiles d'araignée qui appartiennent à Muffet.
Voilà un nouveau combat avec une mécanique bien particulière. Notre arme devient violette et notre déplacement est limité sur 3 lignes, donnant lieu à des situations où chacun de nos mouvements doit être précis pour ne pas toucher le moindre projectile. C'est surtout le cas quand elle fait apparaître son araignée cupcake géant. C'est le seul moment où on a l'occasion de jouer avec cette arme, ce qui rend le combat d'autant plus unique. Malgré tout, je regrette un peu de l'avoir tuée, malheureusement, vu que, à la fin, une petite araignée vient pour déposer une fleur, là où sa maîtresse est morte. Au bout de Calciter, on doit pénétrer dans le noyau. Ici, tout a une apparence un peu futuriste. On y trouve des ennemis plus robustes, et même des variantes améliorées d'autres monstres rencontrés auparavant. L'objectif ici est d'accéder à un interrupteur pour l'activer, nous donnant ainsi l'accès à la salle de boss. Ce boss étant Métatone, mais pas sous sa forme de robot cette fois-ci, mais sa véritable forme, Métatone X. Avec notre âme rendue jaune, il nous est possible de tirer des projectiles afin de se défaire de la plupart des attaques lancées par le boss. Cette caractéristique nous permet aussi d'attaquer son cœur dès qu'il le met en valeur pour pouvoir l'affaiblir encore plus. De plus, chacune de nos actions, comme attaquer, se prendre des dégâts ou même se soigner, augmente l'audimat. Mais moi je m'en tape en fait. Donc vu que je suis trop fort, j'ai réussi à le battre du premier coup. Simplement. On touche enfin à la fin de notre aventure. En sortant d'un ascenseur, une réplique de la maison de Toriel mais bien plus blanche se présente devant nous. C'est à ce moment-là que la vérité va nous être dévoilée. Il y a très longtemps, un humain tomba dans les ruines. Blessé par sa chute, l'humain appela à l'aide. Azriel, le fils du roi, entendit son appel et ramena l'humain au château. Au fil du temps, Azriel et l'humain devinrent très proches. Le roi et la reine considérèrent l'humain comme leur propre enfant. L'outre-monde était rempli d'espoir. Puis, un jour, l'humain tomba gravement malade. Affaibli, l'humain ne désirait qu'une seule chose, revoir les fleurs de son village, mais nous ne pouvions rien faire. Le jour suivant, l'humain mourut. Azriel, anéanti par le chagrin, absorba l'âme de l'humain, et se transforma en un être doté d'incroyables pouvoirs. Avec l'âme de l'humain, Azriel traversa la barrière, et porta le corps défunt à la lumière du soleil, jusqu'au village des humains. Azriel atteignit le centre du village. Là-bas, il trouva un lit de fleurs dorées et déposa l'humain dessus.
à coup, des hurlements retentirent. Les villageois avaient vu Azriel portant le corps de l'humain, croyant qu'il avait tué l'enfant. Les humains l'attaquèrent de toute leur force. Azriel fut assailli de coups. Il avait pourtant le pouvoir de tous les éradiquer. Mais Azriel encaissa chaque coup sans riposter. Tout en serrant l'humain contre lui, Azriel sourit et se retira. Gravement blessé, Azriel finit par rentrer. Arrivé au château, il s'effondra. Sa poussière se dispersa dans le jardin. Le royaume sombra dans le désespoir. Leur majesté avait perdu 2 enfants en une nuit. Les humains nous avaient à nouveau ôté tout ce qu'il nous restait. Le roi déclara alors que ce serait la fin de notre souffrance. Désormais, chaque humain qui tomberait ici trépasserait. Avec suffisamment d'âme, nous pourrions briser la barrière. Le roi Asgore nous sauvera l'espoir. Suite à cette révélation, on se retrouve dans le dernier couloir, là où chacune de nos décisions va être jugée. Là où dans la plupart de jeux, le mot XP est un acronyme pour expérience, ici, il a pour signification Execution Points, ou point d'exécution. De même pour le love, qui ne signifie pas amour, mais level of violence, ou niveau de violence. Plus on en gagne, plus il est facile de se perdre de vue, et donc, il sera plus facile de faire souffrir autrui. À dire vrai, peu importe ta réponse, tout ce qui compte, c'est que tu aies été honnête envers toi-même. Quant à ce qui va se passer, tout dépend de toi à présent. Derrière le couloir, on trouve une salle avec ce qui ressemble à des cercueils, avec l'un d'entre eux vide, le mien. Il est temps de faire rencontre avec le roi. Il est là, surpris de notre arrivée si précipitée. En essayant de nous rassurer, il nous demande si on est prêt à faire face au destin. En face de nous, la barrière, celle qui garde tous les monstres dans l'outre-monde, et seule notre âme permettra de la briser. Le crépuscule éclaire la salle. Son étrange lueur perce à travers la barrière. Votre voyage touche maintenant à sa fin. Cela vous emplit de détermination. Asgore passe à l'attaque, et maintenant, impossible de rebrousser chemin, car il a brisé ma possibilité de l'épargner. Ses attaques sont frénétiques, chacune aussi rapide que l'autre. Certaines reprennent les mécaniques de couleurs comme les attaques bleues, où il ne faut pas bouger, ou encore les attaques orange, où, à l'inverse, il faut bouger.
La musique liée au fond du combat qui gagne en couleur apporte une lueur d'espoir et nous emplit de détermination pour ce combat qui paraît quasiment impossible à finir. En posant le dernier coup, il nous fait part de ses souvenirs. Son désir de rendre espoir aux monstres en déclarant la guerre aux humains suite à sa colère due à la mort de son fils. Sa séparation entre lui et sa femme et son désir lointain de un jour pouvoir revoir sa famille. Désespéré, il nous demande de l'achever, de prendre son âme et de sortir de ces lieux. Le choix s'offre alors à nous et, ayant appris ce raisonnement, je ne peux que l'épargner, avec le bouton malgré le fait qu'il ait été brisé. Attends, pause. Donc là, on vient d'épargner le roi pour qu'il se fasse tuer par Flowey, et en plus, il vient de récupérer les 6 âmes des autres humains, et là on est censé l'affronter. Pas sûr que ça soit hyper raisonnable tout ça. Bon, après, en soi, c'est juste une fleur, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? D'accord. Alors, va juste falloir m'expliquer à quel moment je suis censé gagner un combat pareil en fait. Genre, à l'aide. Attends, c'est quoi ça? Vous appelez à l'aide? Encore une fois? Les âmes, elles me viennent en aide? Quand la dernière vient à mon soutien, toutes les âmes se rassemblent, me soignent en même temps, chacune me donne espoir. Elles me donnent la force et m'emplissent de détermination. Et la défense de Chloé tombe à 0. C'est mérité. Mes attaques sont enfin utiles. Tout n'est pas perdu. Le combat est gagnable. Rien n'est impossible. Malgré tous les coups qu'il utilise pour me tenter de me blesser, je reste debout. Grâce au pouvoir des âmes.
Ah le bâtard, il a chargé la sauvegarde. Même avec le choix de l'épargner, jamais je laisserai un truc pareil en vie. Suite à mon passage, plusieurs choses ont changé. La reine est revenue au pouvoir et a décrété que plus aucun humain sera traité comme une menace, ce qui n'a pas plu à tout le monde étant donné des faits passés. Par ma faute, non seulement le roi n'est plus là, mais les âmes ont disparu, anéantissant tout espoir pour le peuple de l'Outre-Monde. Tous les monstres se sont donc retournés contre elle, et elle a abdiqué sous la pression des citoyens. Mon simple passage a bouleversé l'entièreté d'une civilisation. Mais si je voulais savoir ce qu'il se passerait si je n'agissais pas de manière passive, si au lieu de me contenter de me balader sans réellement avoir d'objectif, je décidais de régner sur l'outre-monde, en tuant tout le monde. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. L'objectif ici n'est pas simplement de tuer les monstres qui se dressent sur notre chemin, mais de tuer tous les monstres de chaque zone. C'est-à-dire que c'est à nous d'aller les chercher jusqu'à qu'il n'y en reste plus un seul. Pour ce qui est du cas des ruines, rien ne change si ce n'est le cas des monstres qui vont tomber un par un. Et comment savoir qu'il ne reste plus personne? C'est simple, c'est comme ça. Mais personne n'est venu. Et en plus de ce message qui fait froid dans le dos, quand on interagit avec des points de sauvegarde, il n'y a pas de petit message particulier, mais uniquement un mot. Détermination. Pour le combat de Toriel, il est certes possible de l'attaquer jusqu'à ce que sa barre de vie soit vide. Mais moi j'aimerais bien m'amuser un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'épargner et ainsi la battre quand elle est la plus vulnérable.
En arrivant dans la zone enneigée, le jeu comprend nos intentions. Certains dialogues sont coupés, le nombre de cibles restantes est affiché à chaque point de sauvegarde, et les casse-crânes de Papyrus sont ignorés par le personnage. Seule une chose compte, tuer. À l'entrée du village de Couvenège, si on parle à Sans, il nous dit ça. Bon, de toute façon, c'est pas ce squelette gringalé qui va me faire peur. Tiens, j'avais précisé aussi que vu que tout le monde a fui le village, on a la possibilité de voler et aussi de piller la boutique. C'est gratuit. En arrivant devant Papyrus, ses dialogues sont ignorés à son tour, et il n'essaye même pas de nous affronter, en pensant qu'il y a du bon au fond de nous. Il en reste 18. Plus rien ne peut m'arrêter maintenant. Bon, sauf si on compte ce mec-là que j'ai déjà dit que j'aimais pas. J'espère que je vais pouvoir le tuer lui aussi. Le seul truc qui change dans les chutes, c'est le fantôme du mannequin qui, étonnamment, ne s'énerve pas contre moi, mais devient remerciant, car apparemment, grâce à moi, il a réussi à fusionner avec son corps. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais m'arrêter. Vers la fin de la zone, on a justement le petit mec jaune qui vient me voir, mais cette fois-ci, je dois me confronter à celui-ci. Enfin, je vais pouvoir le tuer celui-là. Ah bah tiens, Undyne, qui voulait encaisser le coup. Mais bon, ce dernier l'a achevé directement. C'est dommage ça. Attends, mais une fois de plus, elle reste debout. Les espoirs, les rêves de tous les monstres, elle ne veut pas qu'ils soient anéantis. Elle a à nouveau ce désir de protéger ses proches. Elle est déterminée comme jamais. Sur le point de tomber, elle se relève et est prête à m'empêcher de détruire le reste de l'Outre-Monde, ses amis inclus. Elle veut mettre un terme à mon existence. L'héroïne apparaît. Pourquoi l'héroïne, me direz-vous? Parce qu'ici, ce n'est pas notre vie qui est mise en jeu, mais la sienne, ainsi que celle de tous les habitants qui habitent ici-bas, ses amis, ses proches, tous ceux sur qui elle tient. Elle prend le rôle de la gardienne de ses terres, et la menace qu'elle doit défendre, c'est nous. Chacune de ces attaques vont à une vitesse qui ne laisse quasiment aucune erreur passer. Même les dégâts qu'on lui inflige sont surréalistes, dépassant les milliers, montrant que malgré notre détermination à la surpasser, sa détermination à protéger tout le monde brûle de mille feux. Elle se bat contre un monstre qui ne cherche que la mort, un monstre qui a perdu son humanité pour embrasser la violence. Mais malheureusement, comme les autres, elle finit par tomber.
Arrivé à Calciter, notre cible primaire est simple. Il s'agit de Métatone. Et aussi les autres monstres de la zone, mais aussi insignifiants qu'ils soient, je ne suis pas certain que les mentionner soit très utile. Il y a aussi le cas de Muffet l'araignée, que, même si je pourrais juste l'attaquer jusqu'à qu'elle meure, j'ai décidé d'agir autrement. Comment j'ai agi? Eh ben, j'ai juste mangé devant elle d'un de ses produits que je vais acheter dans les ruines auparavant pour gagner sa confiance, afin qu'elle m'épargne, et pour que, comme Toriel, je puisse la tuer au moment où elle l'est le plus vulnérable. Après cette stratégie affûtée, je me dirige vers le noyau, là où sur un simple pont, je vais devoir annihiler des dizaines et des dizaines de monstres. Et qu'à la fin, il n'en reste plus un seul. Enfin, j'arrive devant Métatone et il me parle de sa véritable forme. Métatone Néo. Une forme bien plus arrangée qu'il s'est affrontée dans le passé, mais bon, on va dire qu'elle est pas très au point. On est bientôt arrivé à la fin de notre quête. Seulement, il nous reste encore le jugement dans le dernier couloir. Comme prévu, Sans nous attend. Mais au lieu de faire un récapitulatif de nos actions, il passe tout de suite aux menaces, et nous dit que si on fait un pas de plus, on va le regretter. Et puis quand encore, c'est pas ce vieux squelette flemmard qui va me faire peur. Ah, je pense que je l'ai peut-être un tout petit peu sous-estimé. Il représente le dernier espoir. Le réel combat final se tient devant nous. Sans, le squelette. Il cachait bien son jeu, ce petit farceur. À un moment d'essoufflement, il nous propose de laisser toutes nos décisions derrière nous et de nous épargner. Il nous remémore les souvenirs qu'on a eus, les moments qu'on a passés ensemble et qu'on pourrait éventuellement passer ensemble. Sauf que si on décide d'accepter son offre, ouh, alors là, il va payer cher.
Au bout de ce duel acharné, il m'annonce son attaque spéciale. Rien. Il compte ne rien faire pour que ça ne soit plus jamais à notre tour d'attaquer. Mais sa flemmardise portera à sa perte. Débarrassé de lui, on peut enfin aller voir le roi pour le tuer en un seul coup. Et tant qu'on y est, la fleur aussi. Est-ce que, même après avoir fait tout ça, on mérite de revenir en arrière? Ça n'a pas vraiment l'air d'être possible. Quand, au prix de notre âme, on nous laisse une deuxième chance. Et si j'utilisais cette deuxième chance pour me repentir, et que, à la place de tuer tout le monde, j'épargnais tout le monde, et je me liais d'amitié avec tout le monde. Pour faire ça, je vais m'appeler Thorfinn. Pourquoi? Parce que notre mission ici ne devrait pas être difficile, car il me suffit juste de fuir chaque combat. Mais qu'en est-il des combats où je ne peux pas fuir? Eh bien, il va falloir que je trouve une alternative. Comme ici avec le fantôme, où je peux l'encourager pour ne pas qu'il reste dans la dépression. En plus comme ça, il me montre son super chapeau. Ou comme ce légumoïde, où je dois juste déjeuner, parce que c'est important de manger ces légumes. Pour ce qui est du cas de Toriel, je l'ai déjà fait la première fois que je l'ai rencontré. Il faut juste que je l'épargne en boucle jusqu'à ce qu'elle craque. Dans les régions enneigées, les interactions spéciales qui sont à effectuer sont celles avec les ennemis de la patrouille canine. Pour le premier, il suffit juste de le caresser comme un bon chien, et il apprécie. Le mini-chien est un cas similaire, il suffit aussi de le caresser. Le couple Canis et Cannibelle, c'est un peu plus complexe. Il faut d'abord se rouler dans la neige afin que les deux ressentent notre odeur comme celle d'un chien, et ensuite les caresser. Et après il y a le maxi-chien, où il faut juste l'ignorer jusqu'à ce qu'il se lasse de nous. Et pour Papyrus, pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier, il faut juste attendre qu'il lance son attaque spéciale, et il nous épargnera tout seul. Là où il y a quelque chose qui change, par contre, c'est que, à partir de là, il est nécessaire d'effectuer des rencontres particulières avec chacun des personnages principaux,
Par exemple avec Sans, il nous invite à son bar préféré, chez Grillby. On passe à un moment plutôt sympa, il nous pose des questions au sujet de son frère, on commande des frites et il nous demande si on a déjà croisé une fleur qui parle. Il nous dit qu'il s'agit des fleurs d'écho et que quand on parle à côté de l'une d'entre elles, elles répètent sans cesse ce que l'on dit. Mais il paraît que parfois, quand personne ne regarde, une fleur apparaît à côté de son frère et lui murmurerait des choses, des compliments, des conseils, des encouragements, des prédictions. Je ne pense pas qu'il s'agisse de fleurs d'écho, parce que je connais d'autres fleurs qui parlent. Après ça, Papyrus nous attend pour réaliser un rencard. Le boug il sort carrément un livre sur comment assurer à son premier rendez-vous. Nous, on doit augmenter la barre de pouvoir, rencard. La tension monte, on lui fait des compliments, il nous fait goûter ses spaghettis qui, comme à son habitude, sont dégueulasses. Mais c'est pas grave, vu qu'on est là pour le rendre heureux. De toute manière, peu importe ce qu'on fait, il va nous friendzone. Donc bon. En arrivant aux chutes, on perd pas de vue l'objectif. On trouve cette sirène avec laquelle on fait une superbe musique, et un piano sur lequel on doit réaliser une mélodie. Plus loin, on tombe sur une statue qui prend la pluie, et si on lui donne un parapluie, une mélodie similaire à celle du piano se lance. Peu après, on trouve ce petit oiseau qui veut nous aider à traverser. Mais il est tout petit, comment va-t-il faire? Je suis aussi allé rendre visite au fantôme chez lui, et on s'est reposé sur son sol, parce qu'il m'a dit qu'il aimait faire ça. J'ai aussi trouvé un endroit caché, le village Temi. Et là-bas, il y a Temi! Et à côté, il y a son ami, Temi! Et à côté, il y a son ami, Temi! Et à côté, il y a Bob. Bref, c'est des chats avec des cheveux. Cherche pas. Contre Undyne, le combat n'est pas évident, parce que vu qu'on a tué personne, et bah on n'a pas gagné d'XP. Donc on est niveau 1 avec seulement 20 points de vie. L'objectif ici est d'attendre qu'elle rende notre âme rouge, que la possibilité de fuir apparaisse. Pour la suite, bah il faut juste fuir jusqu'à arriver à Callister. En plus, sur le chemin, il y a Papyrus qui nous appelle pour proposer de faire un truc tous ensemble chez elle. Ça tombe bien parce que c'est vraiment le moment là. Undyne étant un poisson, elle ne supporte pas la chaleur de cette région, et s'effondre par terre. Et comme par hasard, il y a un distributeur à eau juste à côté.
Après la fuite, on a donc rendez-vous chez elle. Bon, c'est un peu gênant parce que Papyrus s'est barré, donc il y a juste nous deux. Alors qu'il y a littéralement 2 minutes, elle a essayé de me tuer. Bon, malgré tout, elle me demande ce que je veux et me fait un thé. Mais à un moment, elle me raconte son histoire. Qu'elle était une enfant turbulente, qui voulait à tout prix se montrer puissante face aux autres. Elle a essayé de le faire en affrontant le roi, mais rien n'y fut. Depuis, elle s'est fait entraîner par ce dernier afin d'être capable de lui tenir tête, ce qu'elle réussit. Désormais, c'est son rôle à elle d'entraîner les plus faibles, comme Papyrus, justement. Et en parlant de lui, c'était censé être son cours de cuisine aujourd'hui. Et vu qu'il n'est pas là, c'est à nous de prendre sa place. Sauf que je suis pas sûr que sa technique soit hyper efficace. Mais vu que je suis investi, j'y vais à fond. Bon, pas autant qu'elle non plus. Je mets même les pâtes avec passion dans la casserole. Avec la boîte, j'en ai rien à faire. J'en mets partout. Elle éclate la casserole sous prétexte qu'elle les douille, et en voulant monter le thermostat à fond, bah on fait cramer la maison. Logique. Au moins c'était plutôt amusant tout ça. À Calciter, pareil, rien de nouveau, si ce n'est un autre rendez-vous avec Sans au restaurant de l'hôtel. Dans celui-ci, il me fait douter sur le fait de rentrer chez moi en me disant que j'ai tout ce dont j'ai besoin, ici-bas. Et est-ce que ce que j'ai à faire à la surface vaut réellement le coup? Il me raconte aussi une histoire sur lui où il avait l'habitude d'aller seul devant la porte des ruines, et qu'une fois, il a entendu une voix qui lui a répondu. Ils riaient beaucoup ensemble et avaient l'air de bien s'entendre. Un jour, la personne de l'autre côté de la porte ne riait plus trop. Elle a alors demandé à Sans que si un humain venait à franchir cette porte, elle voulait qu'il protège ce dernier à tout prix. Sans lui a donc fait cette promesse. Et c'est là qu'il nous fait comprendre que sans les paroles de cette personne derrière la porte, on serait déjà 6 pieds sous terre. En me dirigeant vers le noyau, je reçois un appel de Undyne qui me demande de la rejoindre à Couve-Neige pour faire une livraison. Une fois sur place, elle me tend une lettre et me demande d'aller la donner à Alphys sans trop me donner de détails. Bon, pour vous épargner ce moment-là, la suite des événements consiste à faire un regard entre Undyne et Alphys. Why are you gay? Et les deux, c'est des fans d'animé. Bref, dans tous les cas, c'est long et ça pue, vu que Alphys a eu la superbe idée de faire ça à la décharge. Sauf qu'en sortant de cette rencontre inhabituelle, je reçois un appel de Papyrus, cette fois-ci, qui me demande d'aller au labo d'Alphys, justement. C'est bizarre comme demande venant de sa part. Au labo, je trouve une lettre par terre, qui dit que si je veux savoir la vérité, il faut entrer par la porte en haut. Avec les mots d'Alphys, vous avez au moins le droit de savoir ce que j'ai fait. Je rentre donc dans l'ascenseur.
C'est ici où beaucoup de choses se sont produites. Dans ce laboratoire, la scientifique avait pour objectif d'injecter de la détermination dans le corps des monstres afin d'obtenir un être assez puissant pour briser la barrière. Mais ça a mal tourné. Ces expériences ont visiblement très mal tourné. Mais comment on en est arrivé à avoir des créatures pareilles? C'est insensé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Ces créatures, ces amalgames, sont le résultat d'expériences ratées sur des monstres qui, suite à celles-ci, ont commencé à fondre. Suite à cela, les monstres ont commencé à fusionner ensemble pour donner ces abominations. Au bout du labo, je me fais encercler par ces choses, et Alphys vient me secourir. Et comme prévu, elle me confirme ce que je vous ai dit juste avant. Avant de repartir, elle me dit qu'elle est prête à dire la vérité à tout le monde. Elle sait que ça ne va pas du tout être facile, mais en sachant qu'au final, elle a des amis pour la soutenir, elle est sûre qu'elle sera capable de se relever. Je sais pas ce qui vient de se passer, mais ça n'annonce rien de bon. J'avance jusqu'à la barrière et Asgore m'y attend. Prêt à en découdre, il lance le combat. Bah, Toriel, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est venue intervenir pour éviter qu'il y ait personne qui ne s'affronte. Et aussi pour cracher à la tête d'Asgore apparemment. Undyne est là aussi, et compatit avec lui pour s'être fait victime par son ex. Alphys se ramène de plus belle et confond le roi avec Toriel parce qu'ils sont tous les deux des chèvres. C'est pas un peu raciste ça? Papyrus et son frère appliquent aussi, et la voix de San s'est reconnue par Toriel, car c'était elle la personne qui riait à ses blagues derrière la porte. Tous mes amis sont là, et je peux vous dire que ça fait plaisir de tous les voir rassemblés comme ça. Apparemment c'est grâce à Papyrus si tout le monde est là. Et il leur a demandé de l'aide à une petite fleur. C'est pas vrai! Tout se passait si bien, il a fallu qu'il se ramène une fois de plus ce malade. C'est pas la première fois qu'il fait le coup en plus. Et encore une fois, il veut juste me tuer en boucle. Faudrait m'aider là. Qui l'attend?
Mes amis, ils seront toujours là pour me protéger. Je sais que, même avec tous les obstacles que j'ai surmontés, je peux le faire. Je dois rester déterminé. Le futur de l'outre-monde repose sur moi. Ils comptent tous sur moi. Bon bah c'est foutu, hein. Attends, mais c'est pas censé être le fils du roi, lui? Azriel Dreamer. Un dieu parmi les monstres. Des attaques dévastatrices. Rien que le fait de penser à la victoire est inimaginable. Donc, on est fou. Sauf que même dans la mort, notre âme résiste. La détermination de l'âme humaine ne va pas s'épuiser aussitôt que ça, c'est sûr. On ne recule devant rien. Même devant sa plus grande attaque, on reste debout. Mais apparemment, il lui reste un atout en poche. Sous la pression de sa véritable forme, on ne peut plus bouger. La seule chose qu'on peut faire, c'est se débattre. À moins que... le bouton d'action se change en sauver. Un par un, on doit sauver nos amis. On rappelle à Undyne la leçon de cuisine qu'elle nous a faite. Rien de tel qu'une bonne blague et un bon casse-crâne pour rafraîchir la mémoire à nos chers frères squelettes. Même si au fond ce n'est pas notre père, Asgore a besoin d'affection avec un câlin, et on rappelle à Toriel qu'on préfère le caramel à la cannelle. Il suffit d'un simple appel et d'un petit quiz pour que Alphys se souvienne des moments passés avec elle. Mais il reste quelqu'un d'autre à sauver.
Car même s'il paraît impénétrable, Azriel est un être brisé, qui lui aussi a besoin d'être sauvé. Il a perdu la personne la plus chère à ses yeux, celle qu'il considère comme quelqu'un de sa famille, son meilleur ami, qu'il a sauvé lui-même avant de perdre la vie. Après l'avoir raisonné, notre personnage révèle son véritable nom, Risque. On se rend compte que le nom choisi au début de notre aventure, ce n'était pas celui de notre personnage, mais celui du meilleur ami d'Azriel. Il ne comprend pas comment, même si je connais à peine les habitants de l'Outre-Monde, ils sont devenus mes amis et me font confiance. Enfin, pour se faire pardonner, il décide de faire ce qu'il est juste de faire. Briser la barrière. C'était un mauvais rêve? Non, c'est pas vrai. C'est eux qui étaient endormis de toute manière. Mes amis s'inquiétaient tous pour moi. Maintenant réveillés, ils me proposent d'aller faire un dernier tour ici-bas. Mais après tout, moi je veux rentrer chez moi. Enfin à la surface. Après toutes ces aventures, toutes ces émotions, toutes ces décisions avec certaines plus difficiles que d'autres, après tous ces amis que je me suis fait dans l'outre-monde, Doriel, Papyrus, Sans, Undyne, Alphys et Asgore, chacun d'entre eux compte beaucoup pour moi. Et vient le choix le plus difficile de tous. Est-ce que je veux rester avec eux ou rentrer chez moi? Après tout ce que j'ai fait, je ne peux pas me permettre de les laisser tomber.